Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, content de vous retrouver ce soir. Et excusez-moi pour le retard, avec bien sûr pour cette première de 2026 avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Mes meilleurs voeux. Que le destin vous soit indulgent, sympathique, généreux. Voilà. Ah bah merci à vous en tout cas, Monsieur Cohen, encore une fois pour votre assiduité, ponctualité. Et on commence cette année avec un sujet très très important. Monsieur Cohen, je vais vous laisser donc développer sur la question du Somaliland. Alors malheureusement, Monsieur Cohen, comme vous avez pu le voir à cause des problèmes techniques, je vais regarder si j'arrive à vous le mettre. Sinon, on fera sans. Hein. Très bien. La fameuse carte de la région du Somaliland. En tout cas, je vous D'accord. laisse commencer l'argumentaire, Monsieur Cohen. Je vous en prie. Bien. Donc, il y a quelques jours, Israël a reconnu le Somaliland comme État indépendant. Alors, la Somalie a une histoire tragique. Probablement un des pays africains d'Afrique qui a le plus souffert. Euh, il y a eu des invasions américaines, des bombardements. Enfin, c'est un pays qui a énormément trinqué. Et donc, il est à la pointe de l'Afrique de l'Est. Vous savez, quand vous regardez la carte, l'Afrique de l'Est au centre, il y a comme une espèce de pointe qui sort comme ça, et la Somalie occupe tout le pourtour de la pointe. Bon. Et c'est vraiment un des pays qui, à mon avis, enfin, il n'a pas dû encore se relever de toutes les guerres, les violences qu'il avait subies, les agressions, les invasions, les bombardements, etc. Et là, il y a une semaine environ, on apprend qu'Israël reconnaît l'indépendance du Somaliland. Bon, je vous avoue que je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait un État ou une région qui avait proclamé son indépendance. Et très peu de gens s'intéressaient, puis de toutes les façons, personne n'avait reconnu cette région. Bon. Et donc, les Israéliens ont fait un très beau coup, parce qu'en fait, le Somaliland, c'est dommage qu'on n'a pas la carte, mais si vous allez sur un moteur de recherche image, par exemple Google, et vous tapez Somaliland, vous allez voir. Donc en fait, c'est un territoire qui fait presque 200 000 km², ce qui n'est pas rien. C'est plus que le tiers de la France, très peu peuplé, 6 millions d'habitants, donc c'est presque un désert, et il occupe une position hautement stratégique. Il est en face du Yémen, juste d'autre côté de l'entrée de la mer Rouge, et donc il est, comment dire, quand on voit la carte, on comprend à quel point c'est un coup fabuleux. D'abord, je vais faire un peu d'historique. Les Israéliens sont très actifs en Afrique. Ils sont introduits en Afrique dès les années 60, quand les pays africains ont obtenu leur indépendance. Et Israël s'était présenté comme le petit pays socialiste qui a su refleurir le désert, etc. Et il a offert sa coopération. Puis est arrivée la guerre de 67, de 73, et Israël avait été boycotté. Bon. Mais il est revenu par la suite. Il est très présent d'abord au Maroc, et il est présent dans l'Afrique de l'Est, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, non, le Rwanda, et il est à l'origine, je ne sais pas si vous vous souvenez, du Soudan, la partition du Sud-Soudan. Vous savez, dans les débuts des années 2000, euh, quand je commençais déjà à connaître le travail des Sayanim, et
à un moment donné, l'Union des étudiants juifs de France, avec sa filiale SOS Racisme, se battait pour l'indépendance du Sud-Soudan, qui était soi-disant harcelé par le pouvoir central, etc. Et avec Georges Clooney et d'autres. Et donc, là, j'ai réalisé que c'était un coup monté du Mossad. Et ils ont réussi d'ailleurs. Le Sud-Soudan est devenu indépendant. Et là, ils refont le même coup. Et j'ai appris aussi que le président du Somaliland était parti en Israël au mois d'octobre. C'est un voyage secret, mais qui a été révélé la semaine dernière. Donc, c'était une information censurée. Et il avait rencontré Netanyahou et le chef du Mossad. Bon, donc vous voyez les priorités. Et la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, il ira en visite officielle en Israël. Bon. Aucun autre pays n'a jamais reconnu le Somaliland. Et donc, ça a été une espèce de presque de tremblement de terre. Parce qu'on voit bien les prolongements stratégiques que cela peut avoir. C'est une base fantastique pour Israël d'abord et pour ses alliés. Voilà, c'est ça l'intérêt d'Israël pour l'Occident. C'est un chien de garde absolument remarquable. C'est-à-dire, c'est un territoire de presque 200 000 km², mais occupant une position stratégique fondamentale, incroyable, parce qu'il est à l'entrée du détroit de l'autre côté face au Yémen, aux Yéménites. Donc, on peut très bien imaginer qu'Israël va construire au moins une base navale, un aérodrome militaire, peut-être il prendra des terres agricoles, enfin, toutes sortes. Je veux dire, c'est un pays presque désertique. 6 millions d'habitants pour 200 000 km², il doit y avoir des territoires énormes. Et le président, il est vraiment, soi-disant, il va signer les accords d'Abraham, c'est-à-dire signer la normalisation avec Israël. Évidemment, tous les pays ont protesté. Bon, même le Maroc a protesté, la Ligue arabe a protesté, bon, l'Europe a protesté, la France a protesté, mais voilà, ça vous montre l'hypocrisie du monde. Il y a eu une discussion au Conseil de sécurité il y a 2-3 jours. Bon, a priori, enfin apparemment, d'après moi, j'ai pas vu, ils n'ont pas adopté de résolution. Ils ont juste évoqué le problème. Bon, évidemment, l'Amérique a pris fait et cause pour Israël. Mais il n'y a pas eu de vote. De toute façon, l'Amérique aurait opposé son veto. Et donc, pour moi, c'est la porte ouverte à l'indépendance du Somaliland. Ce qui est terrible pour moi, c'est que l'Union africaine n'a pas bronché. Vous savez, l'Union africaine qui parle tellement de l'intangibilité des frontières, le respect des frontières, etc. Et là, c'est un pays dont on connaît l'impérialisme, le colonialisme, l'agressivité, les guerres, etc., qui va quasiment, enfin, il va s'accaparer un territoire africain. Bon. Peut-être que l'Union africaine a publié un communiqué. Il est probable, très probable. Mais encore une fois, pour moi, publier un communiqué, c'est totalement insignifiant. Voilà. La Ligue arabe a publié un communiqué, la France, le Maroc, etc. Mais pour moi, c'est insignifiant. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. J'aurais voulu
que l'Union africaine dise que cette mainmise sioniste est inacceptable. Et elle demande aux États qui ont des relations diplomatiques avec Israël d'en tirer les conséquences. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, aucun pays n'a pris une quelconque mesure concrète. Voilà. Et donc, on a assisté, et encore mollement, il n'y a pas eu vraiment de levée de bouclier, mais bon. Et donc, je suis sûr et certain que dans quelques mois, il y aura des États qui vont reconnaître. Vous savez, on commence avec les petits États. Il y aura toujours des petits États qui subissent l'influence des États-Unis et d'Israël. Pour l'Amérique, c'est un coup extraordinaire. Parce que l'Amérique avait tenté de s'implanter en Somalie dans les années 60, 80 ou 90. Il y a eu d'ailleurs, vous savez, les fameux hélicoptères américains qui ont débarqué en Somalie. C'était une invasion ratée, etc. Enfin bon, parce que la Somalie occupe une position stratégique fantastique. Mais là, si cet État, enfin indépendant entre guillemets, c'est un protectorat israélien, donc Israël va s'installer tranquillement, et donc avec la bénédiction de l'Amérique et des pays de l'OTAN. Bon, je vois pas ce que la Russie pourrait faire, ni la Chine, voilà, ni la Turquie. C'est compliqué, c'est-à-dire ils n'ont aucune base juridique pour contester l'implantation d'Israéliens. Aucune. C'est-à-dire, bon, voilà, après tout, Israël a reconnu l'indépendance de cet État, il a un président, il a des institutions. S'il faisait un référendum, je pense que le référendum serait pour l'indépendance. Et puis c'est un État faible, la Somalie, qui sort difficilement de 30 années de guerre civile. Donc c'est un pays qui n'a pas les moyens de rétablir l'ordre. Et franchement, enfin, je veux dire, c'est une affaire qui est sortie il y a une semaine ou deux, enfin maximum. Et alors, ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant entre guillemets, hein, j'ai publié ce matin un post. Il y a deux informations. Enfin, bon, d'abord, il y a un touriste israélien qui se balade dans la capitale de cet État indépendant avec un drapeau israélien. Mais il y a un article, un média israélien, j'ai posté ce matin, qui parle d'un passé juif de cette région. Enfin, c'est amusant quand même. Et ils ont même trouvé un type qui a fait une vidéo en hébreu et qui s'est déclaré juif. Bon, d'ici à ce qu'on trouve une tribu perdue dans cet État, bon, il n'est qu'un pas. De toutes les façons, pour moi, il y a un fait accompli. C'est un coup, pour moi, il est, en termes, c'est pas que je l'appuie, mais il est magistral. C'est-à-dire, c'est un coup qui a été préparé probablement des mois ou des années à l'avance et qui a pris tout le monde par surprise. Franchement, enfin, tout le monde tombait des nues, quoi. C'est-à-dire, personne n'avait jamais entendu parler. Le Somaliland, ça fait des années qu'il végétait dans l'anonymat le plus total. Et aujourd'hui, probablement, bon, dans une semaine, le président va aller en visite officielle en Israël. Et là, ils vont signer officiellement des accords de coopération économique, agricole, militaire, etc. Et bien, le monde entier sera obligé d'en tenir compte. Voilà. Et je veux dire, on ne fera rien, on ne pourra rien faire. Déjà sur des causes justes
est légitime comme Gaza, on n'a rien pu faire. Et là, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. Et malheureusement, enfin, c'est l'Union africaine qui, quand on la connaît, enfin, je veux dire, comment elle s'est mobilisée pour le Sahara occidental, etc. Là, l'Union africaine est tétanisée. Voilà. Et à mon avis, c'est dans la poche. Voilà, le Somaliland va devenir un pays, enfin, sous protectorat israélien. Il sera indépendant à un moment donné, à mon avis. Bon, ça va prendre quelques années, mais son indépendance sera reconnue et il sera invité à l'ONU et l'Union africaine sera obligée de le reconnaître, à mon avis. Voilà. Je ne vois pas ce qui pourrait vraiment comment dire, contester cet état de fait. D'autant plus, le problème, c'est que la Somalie n'a pas les moyens, est un État en déliquescence. Il se relève de 30 années de guerre civile, d'invasion, etc. Il n'a pas les moyens. Voilà. Voilà, c'est l'actualité. 2006 commence sur les chapeaux de roue. 2026, pardon. 2026 commence sur les chapeaux de roue et pour ne rien changer. Voilà. Le monde, il est ce qu'il est, ben, il sera toujours comme ça. Voilà. Voilà, Wally, s'il y a des questions. Oui, Monsieur Cohen, écoutez, moi je vais déjà réagir concernant cette reconnaissance et qui tombe comme un cheveu sur la soupe là en fin d'année 2025, début d'année 2026. J'aimerais savoir, Monsieur Cohen, selon vous, puisque c'est une reconnaissance qui n'est pas soutenue par la communauté internationale dans son ensemble, hein, en général, est-ce que vous pensez que c'est un passage en force d'Israël dans le but de justement déstabiliser cette région et dans le but, bien sûr, de garder l'hégémonie dans cette région. Mais est-ce qu'il y aura une réaction, par exemple, de l'Arabie saoudite qui est concernée par la question, hein? On voit qu'il y a des mouvements aussi avec les Émirats arabes unis. Comment vous voyez la chose évoluer par rapport à cette Non, question? au contraire. Par exemple, l'Arabie saoudite, vous savez, l'Arabie saoudite a un ennemi dans la région, un ennemi irréductible, qui est le Yémen. Vous savez, l'Arabie saoudite a bombardé, a mené une guerre au Yémen au début des années 60. Et l'Arabie saoudite, ces dernières années, a mené une guerre contre les Yéménites. Vous savez, l'histoire du Yémen, elle est un peu spéciale. Dans les années 60, il y avait deux Yémen. Et il n'y avait pas un seul pays qui s'appelle le Yémen. Il y avait le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. Le Yémen du Sud, c'est là où sont les Houthis aujourd'hui. Et le Yémen du Sud était plutôt révolutionnaire, trotskiste, communiste, etc. Et puis dans les années 2000, dans les années 90 ou 2000, je ne suis plus sûr des dates. Il y a eu une réunification des deux Yémen. Évidemment, c'est l'Arabie saoudite qui était à la manœuvre pour avaler ce foutu Yémen qui avait cette graine révolutionnaire, cette graine marxiste. Et donc, on avait pensé que voilà, le Yémen allait se normaliser dans le sens où il n'allait plus avoir ce potentiel révolutionnaire. Et puis finalement, le Yémen, enfin l'ex-Yémen du Sud, c'est là où sont les Houthis, s'est révolté contre le pouvoir central et l'Arabie saoudite on estime que l'Arabie saoudite a tué
en 3 ans, 3-4 ans, entre 200 000 et 300 000 Yéménites. C'est-à-dire dans comment dire, le fief des Houthis, le fief révolution. Donc l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, même s'ils ne le disent pas, ils vont applaudir à la mainmise israélienne. Pourquoi? Parce que Israël qui va être face au Yémen, enfin à ces fameux Houthis, ils peuvent en venir à bout s'ils sont à quelques dizaines de kilomètres. Peut-être pas facilement, mais en tout cas, ils peuvent installer une base pour les avions, pour les missiles, des navires, etc. Et donc l'Arabie saoudite, elle a intérêt à ce qu'Israël s'y installe. Vous savez, comment dire, l'hostilité de l'Arabie saoudite envers Israël, elle est factice. Comme par exemple l'hostilité de Hassan II, le Maroc de Hassan II vis-à-vis d'Israël était factice. C'est-à-dire, on fait semblant. On dit, ouais, enfin bon. Mais en réalité, la plupart des pays du Golfe, l'Arabie saoudite, l'Égypte, etc., ils sont très contents. Enfin, très contents. En tout cas, le fait qu'Israël maintienne l'ordre, il faut comprendre ce que c'est maintenir l'ordre. Ça veut dire empêcher tout mouvement révolutionnaire qui secoue la stabilité de la région au bénéfice de l'Amérique. Voilà. Et donc, ce n'est pas l'Arabie saoudite qui va s'en plaindre. L'Arabie saoudite est l'ennemi de ce Yémen révolutionnaire. Elle a tenté à plusieurs reprises de l'écraser. Je vous répète qu'ils ont tué près de 200 000 à 300 000 Yéménites en quelques années de bombardement. Ces dernières années. Donc, bien sûr, l'Arabie saoudite ne va pas le dire. Elle va dire il faut respecter, machin, et trucs. Mais il se frotte les mains parce que c'est un foyer d'agitation révolutionnaire qui pourra être réduit au silence. Parce que si les forces israéliennes se trouvent à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, ce n'est pas la même chose. Donc, ils peuvent vraiment, disons, tenir tête aux Houthis. Voilà. Et donc, en fait, la majorité, regardez par exemple la plupart des pays arabes, en dehors de leurs déclarations sur Gaza, la Cisjordanie, ils ne font rien. Et donc, ils ne feront rien sur le Somaliland. Ils ont compris, de toutes les façons, ils ont compris une chose, qu'Israël il faut vivre avec, il est trop fort, donc il vaut mieux se soumettre, voilà, accepter cet état de fait, au risque, parce que s'ils ne se soumettent pas, ils savent ce qui est arrivé à Kadhafi, ce qui est arrivé à Bachar el-Assad, ce qui est arrivé à Saddam Hussein. Donc, ils savent qu'ils ont affaire à une partie trop forte et donc il vaut mieux s'incliner. Voilà. Bon. Et donc, ils vont s'incliner. Et au contraire, ils pourront même s'allier, enfin, secrètement, avec les Israéliens pour venir à bout des Houthis et des mouvements révolutionnaires qui résistent encore. Voilà. Ouais. Oui, ok, merci M. Cohen pour votre réponse. Alors, Gilles, bon, il est redescendu. Gilles, n'hésite pas à remonter si tu voulais reprendre la parole, si tu voulais poser une question à M. Cohen. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette, Oui. Dans cette région, c'est la problématique entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, là, où il y a eu des tensions là, dernièrement. Alors, Oui. c'est peut-être pas lié au Somaliland, mais comment
comment vous réagissez par rapport à ça, puisque on a vu déjà par le passé comment dirais-je, un soupçon d'ingérence des Émirats arabes unis qui avait été dénoncé par exemple par l'Algérie, hein, comme au Sahel ou je ne sais plus dans quelle autre région du monde. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite est en train de se prendre le bec avec justement les Émirats arabes unis sur la question du Yémen. Là. Bon, il semble que il y a une rivalité entre les monarchies du Golfe. Voilà. Il y avait une rivalité entre le Qatar et l'Arabie saoudite il y a quelques temps. Les Émirats arabes unis veulent, enfin d'après ce que j'ai lu, ils ont leur dirigeant, je ne sais plus comment il s'appelle, ils rêvent, je crois que c'est quelqu'un de très très, enfin je regrette d'avoir oublié son nom. J'ai vu une vidéo de lui il y a un an et demi. C'est quelqu'un qui veut vraiment copier la manière de faire des sionistes, du régime sioniste, pour augmenter sa puissance. Et effectivement, les Émirats arabes unis en Afrique, dans la région du Golfe, etc., utilisent énormément, enfin utilisent leur fric, ils se développent militairement, ils développent leur influence, les services secrets, le renseignement, etc., grâce aux Israéliens. Il ne faut pas oublier une chose, j'ai publié récemment un post, entre les Émirats arabes unis et Israël, il y a 6 vols quotidiens. Vous imaginez les échanges qu'il y a entre les Émirats arabes unis et Israël. Bon. Et donc, c'est quasiment un allié stratégique fondamental. Il se peut que le Qatar ou l'Arabie saoudite voient cela d'un mauvais œil et réveillent des rivalités. Parce que même si les Émirats arabes unis sont petits par la taille, comme Israël d'ailleurs, ils développent leur façon de faire un peu à l'israélienne, c'est-à-dire une espèce d'influence grandissante, une pénétration de renseignements, etc. Et il est possible que, bon, je ne peux pas vraiment beaucoup parler des tensions qu'il y a entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Je ne me suis pas documenté là-dessus, mais ce n'est plus, comment dire, avant, tous ces pays du Golfe étaient plus ou moins sous le parapluie de l'Arabie saoudite. Voilà. Et ils étaient unis. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un conseil des pays du Golfe, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais seulement depuis la normalisation, les Émirats arabes unis ont explosé au niveau de la puissance, de l'influence, etc. Grâce aux Israéliens, ils ont une alliance vraiment solide, profonde avec Israël. Et l'Arabie saoudite, elle peut voir ça d'un mauvais œil. C'est-à-dire, elle pourrait se dire que d'abord, ça peut, un jour ou l'autre, ça peut être une menace pour le trône, pour son influence, et en même temps, peut-être parce que les Émirats arabes unis et israéliens, si l'Arabie saoudite a des velléités d'indépendance, d'autonomie, on pourrait lui faire quelque chose. Voilà. Donc, en fait, ce sont les Israéliens qui tirent les ficelles. Ça veut dire qu'ils jouent des rivalités grandissantes, ce qui n'existait pas avant, il y a quelques années, tant que tous ces pays-là avaient un ennemi commun, enfin, soi-disant. C'était Israël. Voilà. Et donc, ils vivaient tranquillement sous la protection de l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, la donne a changé, puisque ces pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, ont un allié de poids.
ils se sentent pousser des ailes de quasiment de petits empires, à l'image des Israéliens. Voilà, Israël est un petit pays, mais qui a une sphère d'influence. Et les Émirats arabes unis ont copié ce schéma, et probablement que l'Arabie saoudite, ça lui pose quelques problèmes. Ça peut se comprendre, hein, parce que quel jeu vont jouer les Émirats arabes unis en alliance avec Israël, etc. Donc ça crée de la méfiance et ça crée de l'instabilité dans cette région, dont c'est Israël qui profite, qui tire les ficelles. Voilà. Ok, merci, Monsieur Cohen. On va accueillir Gilles qui est avec nous, notre fidèle Gilles qui nous parle de Martinique. Gilles, bonsoir. Oui, bonsoir. Je parle de la Guadeloupe. Ah, la Guadeloupe, autant pour moi, excuse-moi. Martinique, Guadeloupe, c'est pareil. Alors, d'abord, avant toute chose, je ne serai pas long. Je voudrais souhaiter une bonne année à notre fidèle serviteur, à la personne de Monsieur Jacob Cohen. Ça fait 3 ans que je vous suis, Monsieur Cohen. Donc, je vous souhaite la bonne année, la santé, sur tous les réseaux, avec le recruté général de la WARD. Vous avez participé à beaucoup d'émissions et vous continuez toujours à expliquer inlassablement. Alors, je ne serai pas long. Vous avez parlé, M. Cohen, de la Pax Israëla. Et effectivement, si je fais le parallèle avec la Pax Romana, j'ai fait mes recherches, vous avez raison. La deuxième chose, je me demande si vous n'avez pas une boule de cristal. Parce que pratiquement, tout ce que vous avez annoncé, c'est vraiment c'est ce qui est en train de se passer quelque part. Donc, moi, je me pose la question, ou peut-être vous lisez dans le marque de café, mais en tout cas, si on vous écoute depuis le départ jusqu'à la fin, eh bien, on voit que quelque part, vos analyses sont toujours pertinentes. Mais par contre, j'ai une question plutôt personnelle à vous poser, monsieur Cohen. C'est concernant l'affaire Jacques Beau et Xavier Moreau, qui sont maintenant interdits de parole, alors qu'ils portent pratiquement une analyse plutôt objective. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et êtes-vous vraiment menacé ou je ne sais pas trop bien que penser parce qu'il y a une liste et peut-être que M. Jacob Cohen serait placé sur la liste suivante, comme bien d'autres, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, merci et bonne année, monsieur. Merci. Je crois que j'ai dit quelques mots la semaine dernière sur Jacques Beau et Xavier Moreau, c'est-à-dire qu'il y a cette épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête de n'importe qui. J'ai même évoqué le cas d'un Allemand d'origine turque. En fait, ce qui est terrible avec ces sanctions administratives, c'est que ce n'est pas un tribunal qui prend la décision avec un avocat, etc. Non, pas du tout. C'est le coup près qui tombe. Et il tombe d'une façon terrifiante. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est peut-être anecdote, enfin c'est terrible. Jacques Beau dit que dans une vidéo, il ne peut même pas aller acheter une baguette. Est-ce que vous imaginez, j'ai entendu la vidéo de cet Allemand d'origine turque, c'est l'horreur absolue ce qui lui arrive. C'est-à-dire que ce type-là ne peut même pas payer le loyer. Il a des enfants, il ne peut pas payer la scolarité, etc., etc. Donc, nous sommes entrés dans vraiment dans une phase de dictature, bon, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Enfin, c'est fini la démocratie en Europe. C'est de la vieille histoire. Pour parler de démocratie en Europe, il faut lire les livres d'histoire. Voilà. Aujourd'hui, il y a des élections qui sont. On annule des élections, on interdit des partis politiques, on interdit des hommes politiques, etc. Enfin, je veux dire, c'est un fait. Aujourd'hui, la démocratie, l'état de droit, c'est de la vieille histoire. Voilà. Alors, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Est-ce que moi, comme d'autres, ça peut tomber sur n'importe qui, hein, c'est une décision administrative.
C'est-à-dire, tout à coup, vous apprenez que voilà, vous êtes vous êtes sanctionné, voilà. Et ça, je veux dire, enfin, c'est vraiment l'Europe a fait une évolution absolument. Et encore, ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est encore pire. Enfin, je ne sais pas si vous suivez un peu, mais pour un tweet, on peut faire 2 ans de prison en Grande-Bretagne, la patrie de ce qu'on appelle l'habeas corpus. Vous savez, l'habeas corpus, c'est le premier pays au monde à avoir introduit une protection individuelle du droit par rapport à la justice, par rapport à la force, l'habeas corpus. Je crois que ça date même du XIVe siècle. Donc, c'était vraiment une tradition. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe est en train de devenir une dictature. Enfin, bon, peut-être qu'ils vont ouvrir des goulags, j'en sais rien. D'ailleurs, Pavel Durov avait qualifié l'Europe de goulag numérique. Ce qui est vraiment, c'est ça. Nous vivons une époque terrible, terrifiante. Heureusement, c'est terrible à dire, mais le salut peut venir de l'Amérique. Imaginez l'Amérique de Trump. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est Trump qui a, en tout cas son gouvernement et Trump, qui lance une résistance contre cet état de fait. Trump veut interdire les hommes politiques ou les juges qui sanctionnent les opposants. Il appuie les partis qui sont sanctionnés, etc. Et donc l'Europe ne peut pas aller trop loin non plus à cause de ça. Voilà, imaginez, c'est Trump qui sauve c'est le monde à l'envers, quoi. Mais bon. Et donc, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, personnellement, je suis très content que ce ne soit pas un démocrate qui soit à la Maison-Blanche, parce qu'il aurait continué dans le même sens. Alors que là, je pense que l'Europe est en train de se poser des questions grâce, justement, voilà, il y a des Européens qui sont sanctionnés, qui sont interdits de séjour aux États-Unis, etc. Mais c'est très, très grave ce qui se passe. Enfin, je veux dire, le plus grand parti aujourd'hui en Allemagne risque d'être interdit. Celui qui est arrivé premier en Roumanie, il va passer en procès. Enfin, c'est juste hallucinant. Moi, ce que j'ai connu, l'Europe des années 60-70, si on nous avait dit que ça arriverait en Europe, en France, etc., on aurait dit c'est pas possible. Eh bien, si, voilà. C'est terrible ce qui arrive. Bon, moi, je pense heureusement qu'il y a l'Amérique qui est là, qui défend les partis populistes, la liberté d'expression, etc. Mais c'est très grave. Voilà. Et je veux dire, ce qui est terrible avec Jacques Beau et Xavier Moreau et l'Allemand d'origine turque, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, ne sont pas des décisions judiciaires. Il n'y a pas eu, on n'est pas allé devant un juge qui juge en fonction de la loi, d'accord, avec un avocat, etc., la possibilité de faire appel. Non, c'est une décision administrative qui vous tombe dessus comme ça. Je veux dire, du jour au lendemain, on vous dit, vous n'avez plus accès à vos comptes, vous ne pouvez plus voyager. Par exemple, vous avez Nathalie Yamb, qui est comment dire, elle a une nationalité africaine, j'ai oublié laquelle, et suisse, parce que un de ses parents est suisse, elle est née en Suisse. Donc, elle a la nationalité suisse et une autre nationalité africaine. Je suis désolé, j'ai oublié son pays d'origine. Elle a été sanctionnée de la même manière. Vous imaginez, elle est suisse. Elle
elle vit quelque part à l'étranger et on l'empêche de rentrer en Suisse, son pays, pour y vivre, pour se soigner, parce que l'Union européenne lui a interdit le survol de tout le territoire européen. Vous voyez, on en arrive. Enfin, c'est démentiel. Si on avait raconté ça il y a 10 ans, dans une fac de droit ou je ne sais pas, on aurait dit, eh ben voilà, on y arrive. C'est une vraie... Et donc, elle est quelque part, je ne sais pas où, je ne sais pas si elle le dit, parce qu'elle combat le néocolonialisme en Afrique. Voilà. Et donc, on ne supporte pas ce genre, ces voies d'indépendance, et sont des sanctions, enfin, je veux dire, dictatoriales. C'est-à-dire, à la limite, même sous Staline, quand même, dans les années les plus terribles, ça veut dire les années 37-38, il passait en jugement. Ok, mais il passait en jugement. Il y avait un juge, enfin un tribunal, etc. Là, c'est, hop, une décision administrative qui vous tombe dessus. Et vous ne pouvez même pas vivre, c'est-à-dire toutes vos cartes, les cartes bancaires sont, vous ne pouvez pas rien payer. Quand Jacques Beau, qui habite à Bruxelles, il y a des gens qui lui apportent à manger parce qu'il ne peut pas aller au magasin acheter. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Alors, quelqu'un avait dit, quand on met quelqu'un, au moins en prison, on est nourri, logé. Alors que là, je veux dire, bon, Jacques Beau, bien sûr, il a dit, il y a des gens qui lui apportent, etc. Enfin, c'est dramatique. Quelqu'un qui ne peut même pas sortir 1 € pour acheter une baguette. Voilà. Donc, on va vraiment vers des temps apocalyptiques. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas vraiment. C'est hallucinant. Voilà, c'est hallucinant. Je ne sais pas comment ça va finir tout ça. Alors, merci, M. Cohen. Effectivement, on est dans des temps très, très difficiles, hein. On a eu beaucoup d'avertissements lors de la crise sanitaire. On a pu voir comment ça s'est passé. Ouais. Et on voit que ça s'arrange pas. On voit qu'effectivement, on veut clouer le bec à tous ceux qui voudraient au moins avoir le libre arbitre. Et malheureusement, bon, bah, ça, c'est une réalité. On espère que vous parliez de Trump comme mettant peut-être ce sauveur, hein. Je ne sais pas, on verra comment ça va évoluer. Moi, je voudrais revenir, M. Cohen, sur le Somaliland et notre sujet principal. Oui. Et l'influence, puisque en fait, on voit que Israël veut mettre un pied en Afrique, a peut-être déjà un pied en Afrique, mais Il a déjà un pied. effectivement, on le sait par le Maroc déjà, puisqu'ils ont normalisé, mais pas que. Mais on voit que elle veut agrandir son influence en Afrique et en reconnaissant donc aujourd'hui Somaliland. Elle pense pouvoir grandir un peu plus en Afrique. Et est-ce que vous pensez que justement, là, on a pu voir que l'Union africaine ne s'était pas beaucoup exprimée sur cette question, mais comment vont réagir les pays qui se disent être souverains en Afrique? Par exemple, l'Algérie, par exemple l'Afrique du Sud, les pays comme l'Égypte aussi. Comment vont réagir face à justement cette influence qui veut grandir en Afrique d'Israël? Ces pays-là n'ont pas une grande marge de manœuvre. Voilà. C'est-à-dire, ok, bon, l'Algérie va probablement lancer une campagne au sein de l'Afrique, à l'ONU, etc. L'Afrique du Sud, pareil. Mais que peuvent-ils faire? Pas grand-chose. C'est-à-dire, voilà, bon, il y a une partition du pays, de la Somalie. C'est une région qui s'est déclarée indépendante. Le président va aller dans une semaine en Israël, ils vont signer des accords de coopération économique, financier, agricole, militaire, stratégique, etc. Que
peuvent faire des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud? Ben, pas grand-chose. C'est-à-dire, en dehors de l'agitation diplomatique, dont on sait qu'elle est, bon, malheureusement, l'efficacité est proche de zéro. On l'a vu sur Gaza, par exemple. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque, de toutes les façons, le problème, c'est qu'Israël est appuyé par tout l'Occident et par une bonne partie du monde arabe. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc. Bon, eux, ils sont, même s'ils ne le disent pas, mais ils sont contents. Le Maroc, l'Arabie oui. Saoudite, l'Arabie Saoudite s'est dit prête à recevoir le président de la Somalie, justement, pour discuter de cette question-là. Oui, mais ce sont des gesticulations. D'accord, ok, ils vont recevoir le président. Et alors? Et après? Je veux dire, est-ce qu'ils vont donner le moyen? Voilà, moi je pose la question. Est-ce qu'ils vont donner les moyens à la Somalie pour récupérer le territoire qui a déclaré illégalement son indépendance? Voilà. Malheureusement, la Somalie sort à peine de, je ne sais pas, 20 années, 30 années. Je ne sais pas si les gens ont une idée un peu de… La Somalie était un pays qui a été ruiné, arrivé à bout avec les Shabab. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les Shabab, etc. Enfin, bon. En tout cas, c'est un pays qui a traversé 30 années de guerre civile, de destruction, etc. Et donc, il n'a pas une armée suffisante pour reconquérir son territoire. Voilà. Et d'ailleurs, le Somaliland, ça fait, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans qu'il s'est déclaré indépendant. Et le gouvernement central n'a jamais eu la possibilité de rétablir l'ordre. C'est dire à quel point c'est un pays qui est faible, et les autres pays n'ont pas jugé peut-être utile, n'y ont pas cru trop à cette… Ils se sont dit, ouais, bon, il n'y a pas de danger, c'est pas grave, etc. Alors, l'intervention de l'Arabie Saoudite, est-ce que le problème, est-ce qu'ils donneront les moyens au gouvernement central? Parce que le gouvernement central de Somalie, il a la légitimité de récupérer son territoire qui a fait sécession illégalement. Voilà. C'est un peu comme le problème de l'Érythrée par rapport à l'Éthiopie. Voilà. Bon. Et donc, est-ce qu'on lui donnera les moyens? Je ne sais pas. Voilà, ça. Parce que bon, vous savez, malheureusement, on a l'habitude des réunions, des déclarations qui restent, voilà, qui restent ce qu'elles sont. C'est-à-dire, bon, on se fait plaisir, on se réunit, et puis moi, souvent, c'est ce genre de déclaration, c'est pour cacher son impuissance. Voilà. Parce que le vrai test, comme tout à l'heure j'avais dit, l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine peut mettre, vous savez, ce qui est rigolo, non, ce n'est pas le terme, mais à la limite, c'est par exemple quand il y a eu un coup d'État au Niger, et c'est un coup d'État qui était dirigé contre la France. Mais à ce moment-là, il y avait des pays de la la CEDEAO, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Niger, étaient prêts à envoyer des milliers de soldats pour rétablir l'ordre. Voilà. Est-ce que des pays africains, ils auront pourquoi pas? Après tout, ils se diront, il y a un pays, la Somalie, le Somaliland s'est déclaré indépendant contre l'intégrité territoriale de la Somalie. Nous allons aider la Somalie à récupérer son territoire perdu. Ils peuvent le faire. Ils ont la légitimité pour le faire. Voilà. Il suffirait de 10 000 soldats, 15 000 soldats de différents pays pour le faire. Ils y arriveront. Parce que je vois mal les Israéliens intervenir militairement pour défendre. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que le problème qui se pose, est-ce qu'on va se contenter de déclarations, genre réunion, machin, etc. Ou bien
Est-ce qu'on va dire, OK, la Somalie a un problème d'armement, d'armée, de moyens, etc. On va lui donner tout ça. Voilà. Et ce serait une action légitime parce que le Somaliland appartient à la Somalie par des traités internationaux, l'intangibilité des frontières, etc. Voilà. Donc, en fait, et moi je dis que l'Union africaine est au pied du mur. Et tous ces pays sont au pied du mur, c'est-à-dire l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Angola, pas l'Angola, le Nigeria, qui était prêt à envoyer des militaires contre le Niger, contre les militaires au Niger, la Côte d'Ivoire qui était prête à envoyer des militaires pour combattre la junte du Niger. Est-ce qu'ils auront la même attitude pour défendre l'intégrité territoriale de la Somalie? Voilà. Eh bien, on verra. Mais moi, j'ai des doutes, mais c'est pas. D'accord. Non, mais c'est une question intéressante, monsieur, que vous posez, mais on a pu voir que de toute manière, l'Union africaine n'a jamais employé ou fait déployer des forces militaires pour aller défendre tel ou tel en Afrique. Je veux dire, donc je vois pas pourquoi là elle le ferait, mais c'est vrai que c'est une occasion aujourd'hui. L'Union africaine a la possibilité de donner les moyens à la Somalie de reprendre ce petit territoire qui normalement. Voilà. Moi, j'avais une autre question, Monsieur Cohen, concernant la reconnaissance par Israël. Est-ce que vous pensez, en plus de ça, ça a été un petit peu vicieux de leur part de le faire juste un petit peu avant la fin de l'année et juste avant la prise de la Somalie du mandat de non permanent au Conseil de sécurité. À partir du 1er janvier, la Somalie est membre non permanent au Conseil de sécurité. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, monsieur. Non, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Merci pour l'info. Voilà, donc ça, à partir du 1er janvier, donc ils ont commencé à être membres non permanents et comme a été l'Algérie pendant 2 années. Je crois que les mandats sont des mandats de 2 ans. Donc, ça a été un petit peu vicieux pour ma part de le faire de la part d'Israël, de le reconnaître juste avant la prise de mandat au Conseil de sécurité. Et secondo, concernant Israël, est-ce qu'elle ne pourrait pas emboîter le pas demain et dire on reconnaît la Kabylie indépendante? Bon, il y a une énorme différence. Reconnaître la Kabylie indépendante, c'est à la portée de n'importe qui et ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, reconnaître l'indépendance du Somaliland, c'est pas seulement une question théorique. C'est le président qui va aller la semaine prochaine en Israël, officiellement, il va signer des accords et ces accords porteront sur une coopération économique, militaire, stratégique, etc. Donc, certainement ouverture d'une base ou de plusieurs bases israéliennes sur le territoire du Somaliland, etc. Donc, en fait, c'est pas la même chose. Ça veut dire la reconnaissance du Kabylie indépendante est juste un acte formel qui ne tire pas à conséquence. Voilà. Alors que là, je veux dire, il est très probable que dans le Somaliland, il y a déjà des centaines d'agents du Mossad, de divers ministères, etc., qui sont en train de voir où est-ce qu'ils vont s'installer. Enfin, donc, c'est pas, je veux dire, les conséquences ne sont pas les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends tout à fait, monsieur. Non, mais ma question, elle était légitime dans le sens où aujourd'hui, cette déclaration qui a été faite le 14 décembre par son président Ferhat Mahani, en fait, c'est une déclaration d'indépendance fantomesque, utopique. Oui. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer effectivement les deux cas. Mais je vous posais quand même cette question parce qu'on sait que Israël est un soutien des mouvements indépendantistes. Les mouvements indépendantistes sont intéressants dans la mesure où on peut gêner un pays. C'est ça, quand on veut aider un mouvement indépendantiste,
c'est pour gêner un pays, pour le contrer. Parce que il y a des mouvements indépendantistes, par exemple au Maroc, il y a un problème berbère aussi. Le Rif, par exemple, mais personne n'en parle. Parce que, bon, ben, le Maroc est un pays allié. Donc, voilà. Alors que l'Algérie, ben, c'est un pays qui comment Pas dire, allié. voilà, c'est un pays qui gêne. Donc, on lui crée de toutes pièces un problème. On n'a jamais vu, par exemple, les instances internationales, euh, enfin, certaines instances internationales accueillir, comme moi j'ai vu, comme par exemple comme le Bnai Brit, accueillir des militants kabyles. Il est inimaginable qu'on puisse le faire avec des militants du RIF, par exemple, des RIFA. Donc en fait, c'est pas une question de droit. C'est quand il y a une minorité sur laquelle on peut agir. Regardez par exemple, ben, je vais vous donner un exemple, le Sud-Liban. Quand les Israéliens l'ont envahi en 82, ils ont envahi tout le Liban jusqu'à Beyrouth. Ils sont retirés. Ils sont restés au Sud-Liban. Mais comme ils ne pouvaient pas l'occuper, ils ont trouvé une minorité chiite comment dire, qui faisait un peu le sale boulot pour eux. Voilà. Ce qu'on appelle l'ALS, l'Armée de libération du Sud. Donc ils étaient salariés de l'État israélien, étaient des Libanais, mais qui faisaient le sale boulot. Donc en fait, une minorité, c'est intéressant quand on veut l'utiliser contre un régime, par exemple les Ouïghours, contre la Chine, ou bien par exemple quand l'Amérique avait tenté de soulever les Tchétchènes contre le pouvoir de Poutine, le pouvoir central. Donc en fait, les minorités, c'est intéressant lorsqu'on peut les utiliser contre un pouvoir qui vous est contrariant. Voilà. Donc on veut lui mettre, comme j'ai utilisé une expression, un caillou dans la chaussure. Voilà. Mais ça peut aller loin. C'est-à-dire, par exemple, quand les Russes étaient en Afghanistan, eh ben, les Américains ont donné ce qu'on appelle vous savez, ces trucs pour détruire les tanks qu'on appelait les missiles Steiger ou Stinger, je crois, enfin bon, qui ont fait des ravages. Mais pourquoi ils leur ont donné? Pourtant, c'était des talibans. Mais à l'époque, les talibans, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, en tout cas, s'il y a des gens qui, à l'époque, les années 80-90, s'intéressaient à la politique internationale, les talibans avaient une très bonne réputation dans les médias occidentaux. Moi, je me souviens, on les photographiait dans Paris Match, dans le Nouvel Obs, etc. Les yeux bleus, les yeux clairs, c'était des combattants de la liberté. Les talibans. Pourquoi? Parce qu'ils combattaient les Russes, les Soviétiques à l'époque. Donc, en fait, c'est pas. Voilà, ce sont les minorités. Après, les talibans sont devenus mauvais quand ils ont combattu. Ce sont les mêmes talibans. Hein. C'était des très bons gars quand ils combattaient les soviétiques, mais après, c'est devenu des méchants quand ils combattaient les Américains. Oui, mais M. Cohen, effectivement, toutes ces questions géopolitiques régionales sont très complexes et effectivement, chaque dossier est différent. Hein. La question du Sahara occidental, par exemple, ça reste une question de décolonisation aujourd'hui. Les Sahraouis représentés par le Polisario doivent négocier avec le Maroc s'ils veulent intégrer ce plan d'autonomie proposé par le Maroc. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver une solution. Par contre, il ne faut pas occulter ce peuple. Et aujourd'hui, quand je parle du Sahara occidental ou quand je parle du MAC, je fais bien la distinction. Ce sont deux dossiers différents. Un qui est aux Nations Unies est considéré comme un territoire à décoloniser. Par contre, le MAC, le mouvement d'autodétermination kabyle, c'est un mouvement qui n'existe pas aux Nations Unies, qui n'est pas discuté au sein des Nations Unies. La Kabylie fait partie intégrante de l'Algérie
et même les Kabyles eux-mêmes ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie face à la France. Donc voilà, on voit très bien qu'il y a une volonté de déstabiliser, pardon, et on sait encore une fois qui sont derrière et qui soutient ces petits mouvements pour déstabiliser. Concernant la question du Somaliland, je suis un peu comme vous, Monsieur Cohen, hein. Je découvre cette histoire du Somaliland, alors que effectivement c'est un mouvement qui apparemment date de plusieurs années, hein, je crois une dizaine ou une vingtaine d'années. Et pourquoi on n'en a pas parlé beaucoup plus que ça sur la scène internationale? Ben, il y a aussi aujourd'hui des enjeux géopolitiques dans la région qui font que ben, aujourd'hui on en parle. La question du passage, là, c'est une question sécuritaire dans la région. Et effectivement, le fait de reconnaître le Somaliland peut-être pour l'entité sioniste aujourd'hui, c'est peut-être dans le but de pouvoir aller attaquer ou répondre à des éventuelles attaques du Yémen qui est juste en face. Hein. Donc, voilà, c'est sécuritaire, c'est stratégique. Maintenant, est-ce qu'on va laisser avancer ou grandir cette hégémonie dans la région? Ben, on verra la réaction des pays arabes, des pays de cette région, comment vont-ils réagir, les pays de l'Afrique, hein, effectivement. Donc, M. Cohen, merci encore une fois pour cette chronique. Hein, cette première chronique de l'année. Voilà. Et en espérant que bah, vous portiez bien toute l'année à venir, hein, et qu'on se retrouve bien sûr chaque vendredi, même heure. Et excusez-moi encore une fois pour les problèmes techniques, désolé, je m'en excuse. Oh, c'est pas grave, ça arrive. Allez, bonne soirée à tous. Merci, M. Cohen. Au revoir. Au revoir. Voilà, les amis, que la paix soit sur vous. Désolé pour le petit retard en début d'émission. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent faire un petit geste, vous avez le bandeau en bas. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.